Pour bien lancer le sujet, je voudrais tout d'abord faire un petit mot de présentation de la profession de réviseur d'entreprise et le cœur de sa fonction qui est le commissariat. Pourquoi ? Parce que c'est une fonction qui est parfois, malheureusement, un peu trop méconnue. Le réviseur d'entreprise a une place assez singulière au cœur de l'activité de l'entreprise, en ce sens qu'il est désigné par l'Assemblée générale pour un délai de 3 ans sur proposition de l'organe de gestion. Et quelle est sa fonction lorsqu'il est commissaire ? Eh bien, sa fonction consiste à attester que les comptes, que la comptabilité de la société représente l'image fidèle de cette société. Pour ce faire, il dispose de moyens d'investigation, il met en place des techniques de contrôle, il va tester évidemment la comptabilité, les stocks, il peut également tester le système de contrôle interne de la société. Il peut, le cas échéant, malheureusement, je dirais, devoir être amené à découvrir des fraudes. Donc vous avez là un acteur qui est désigné par l'Assemblée générale, mais dont le travail, le résultat, son rapport, s'adresse non seulement à l'Assemblée générale, mais aux parties prenantes dans l'entreprise, c'est-à-dire les actionnaires, d'éventuels futurs investisseurs, les banquiers, le personnel, l'administration fiscale. Donc, il a vraiment un rôle singulier, c'est un partenaire essentiel de l'entreprise, mais dont le travail, dont l'attestation est dirigée vers le monde extérieur. Alors, le lien avec le secret, eh bien évidemment, que peut-il faire de toute cette information ? Ou par qui peut-elle être divulguée? À qui peut-il devoir rendre des comptes? Eh bien, ce sera l'objet de ce débat. Alors, très vite, lorsque nous avons commencé la rédaction du rapport, nous nous sommes rendus compte que, plutôt que de vous parler du contenu du secret professionnel, il serait plus intéressant de vous parler des nombreuses exceptions qui existent à ce secret professionnel du réviseur. Un tout petit mot sur l'article 458 du Code pénal dont il a déjà été question pour replacer le cadre. Cet article du Code pénal ne définit pas le secret professionnel. Sauf erreur de ma part, nulle part en Belgique le secret professionnel n'est défini. Nous avons un article 458 qui en prévoit la sanction de la violation du secret professionnel. Cet article 458 contient une énumération de professions, mais essentiellement médicales, les avocats, qui sont soumis au secret professionnel. Et puis il désigne dans une catégorie plus générale des professions, des personnes qui, par leur état, par leur fonction, sont destinataires d'informations confidentielles. Et donc c'est par cette catégorie plus générale que, notamment, les professions du chiffre, dont je parlerai également à l'occasion dans cet exposé, sont soumises au secret professionnel. Donc ce qui veut dire que la loi qui organise chaque profession, la loi qui organise la profession de comptable, expert comptable, ou la loi du 22 juillet 1953 qui organise la profession de réviseur d'entreprise, précise que les réviseurs sont soumis au secret professionnel. Alors, mais quand même, le titre de cet exposé, c'est le secret professionnel. Assez rapidement, qui est soumis au secret professionnel dans le cadre de la fonction de réviseur? Mais le réviseur lui-même, son personnel, ses stagiaires, et nous pensons même que la société unipersonnelle qu'il utilise dans le cadre de ses activités est aussi, même si ce n'est pas elle qui est la titulaire du mandat de commissaire, est également soumise au secret professionnel, ce qui voudrait dire par exemple que l'administration fiscale ne peut pas saisir une liste de clientèle de ce réviseur. Au niveau du contenu du secret, il serait peut-être plus simple finalement de dire ce qui n'est pas soumis au secret professionnel, ce sont tous les documents dont la rédaction est légalement requise. Donc la comptabilité, légalement une entreprise est tenue d'établir sa comptabilité. La comptabilité qui se trouve dans le dossier du réviseur n'est pas protégée par le secret professionnel. Idem pour les factures et les copies éventuelles de factures. Il s'agit d'un document légalement requis. Par contre, tous les travaux que le commissaire fait sur la comptabilité, sur ses factures, les tests qu'il fait sur le payroll, les contrats qu'il examine, toutes les notes, la profession de réviseur impose une grande formalisation des travaux, donc toutes les conversations qu'il a, la synthèse de ces travaux doivent être formalisées dans des écrits, eh bien, ces documents sont soumis et protégés par le secret professionnel. Voilà. Ayant placé le cadre général, maintenant attaquons-nous rapidement, vu le délai qui m'est imparti, aux exceptions. Je vais commencer par l'exception la plus importante,
Ça va plus loin qu'une exception, c'est carrément une obligation de dénonciation. Je vise la matière relative à l'anti-blanchiment, au financement du terrorisme et la lutte contre la fraude fiscale. Il faut savoir que cette loi, édictée en 1993, est le fruit d'une directive, la transposition d'une directive européenne. Son champ d'application a été élargi à plusieurs reprises. Dans un premier temps, c'était les activités bancaires qui étaient visées, essentiellement donc les banques devaient faire les communications légales imposées par cette loi. Et donc, pourquoi ? Parce que l'on voulait pouvoir tracer rapidement une transaction sensible qui pouvait être liée au blanchiment ou au financement du terrorisme. Et au fur et à mesure des transpositions de directives, le spectre, le champ d'application de cette loi s'est étendu. Il s'est étendu aux professions du chiffre, aux comptables, experts comptables, réviseurs, aux assureurs, aux agents de change, à tout intervenant dans une transaction financière ou immobilière. Et, in fine, et j'y reviendrai un tout petit peu plus tard, on a étendu le champ d'application de la loi anti-blanchiment aux avocats, avec là un sérieux conflit qu'il a fallu résoudre entre deux principes, enfin en tout cas avec un principe considéré comme supérieur, celui des droits de la défense. J'y reviendrai rapidement. Alors, cette loi de 1993 donc, sur l'anti-blanchiment, elle crée une autorité administrative, la cellule de traitement des informations financières, la CETIF, qui est chargée de recevoir les informations qui lui sont transmises, de les traiter, d'examiner la question de savoir y a-t-il une infraction susceptible d'être liée au blanchiment, au terrorisme, et dans ce cas-là, elle communique l'information au parquet et est censée garantir l'anonymat du déclarant. Le professionnel a essentiellement deux obligations. La première est d'identifier son client. Donc lorsque l'avocat, le réviseur, le comptable se trouve face à un nouveau client, avant d'établir une relation d'affaires, il doit l'identifier. Et cette identification, il doit en garder une trace, donc il doit avoir une copie d'une carte d'identité, d'un passeport, etc. S'il s'agit d'une société, si la transaction, enfin le point pour lequel il est consulté, par exemple, consiste à créer une société, le professionnel devra aller rechercher, non pas uniquement l'identité de la personne qui est face à lui, mais qui sera le bénéficiaire, qui sera l'actionnaire de cette société, ou qui est le bénéficiaire de la transaction qui est envisagée. Donc une obligation d'identification. Ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile à comprendre lorsque, notamment, on a un client avec lequel les rapports semblent bons, cordiaux, et on doit lui demander une copie de sa carte d'identité, mais enfin, voilà, c'est ainsi. Et puis, l'obligation de dénonciation. À quel moment ? Lorsque le professionnel a un soupçon, c'est-à-dire que c'est extrêmement léger. À partir du moment où on se pose la question qu'il y a un soupçon, que raisonnablement la transaction envisagée peut être liée au financement du terrorisme, au blanchiment d'argent, eh bien, on doit d'abord dénoncer le plus rapidement possible, communiquer cette information à la CETIF, et on est censé mettre un terme à la relation que l'on avait avec le client. C'est évidemment une décision qui est lourde de conséquences, qui est très difficile, je pense, à prendre. La majorité, la CETIF reçoit annuellement environ 20 000 déclarations. L'écrasante majorité vient du secteur bancaire. Les professions libérales en font moins. Mais voilà, elles y sont tenues, et donc sous peine de sanctions pénales. Celui qui ne déclare pas, non seulement il n'y a pas de violation du secret professionnel en déclarant à la CETIF, mais au contraire, si on ne le fait pas, on est là même soumis à une responsabilité pénale. Alors je vous disais, le problème des avocats, la directive européenne imposait de soumettre l'avocature à la législation anti-blanchiment. Et en Belgique, il a fallu trouver un compromis. Et aidé en cela par la Cour constitutionnelle et la Cour européenne des droits de l'homme, on a distingué les activités de l'avocat. Le cœur de son activité, c'est la défense en justice. Et il a été considéré que le principe d'organisation des droits de la défense est un principe supérieur qui ne peut pas être restreint même par la lutte contre le financement, le blanchiment, le financement du terrorisme. Donc, dès qu'un avocat intervient, qu'il est consulté dans le cadre d'une procédure judiciaire
Et même en amont, s'il s'agit d'examiner une situation juridique avant d'entamer la procédure, eh bien, il n'y a pas là d'obligation de dénonciation à la CETIF. Par contre, donc, lorsqu'il assiste à la création, un client à la création d'une société, lors d'une transaction immobilière, qu'il gère des fonds, qu'il ouvre des comptes bancaires au profit de son client, dans ce cas-là, s'il a un soupçon, il doit dénoncer à la CETIF. Un tout petit dernier mot à ce sujet, les ordres professionnels ont également des obligations. Ils ont dû édicter des règles, des normes applicables à leurs membres et donc qui permettent aux membres d'avoir la procédure, d'avoir le canevas à suivre en matière de blanchiment. Et donc les ordres professionnels ont été amenés donc, à édicter des nouvelles normes à ce sujet-là. Donc voilà, je voulais quand même vraiment attirer votre attention sur ce point. C'est plus qu'une entorse au secret professionnel, puisque là on a carrément une obligation de dénonciation sous peine de sanction pénale. Pour en revenir à mon rôle, au rôle du commissaire, il est évident, donc je vous l'ai dit, il émet un rapport à destination de l'Assemblée générale, mais rapport qui ensuite est publié en annexe des comptes annuels et aux annexes du Moniteur belge. Donc les mentions qui sont légalement requises dans ce rapport du commissaire, à savoir les comptes reflètent-ils l'image fidèle de la société, est-ce que la société a respecté le droit, le code des sociétés, la réglementation comptable, et donc à défaut d'y avoir remédié, si le commissaire avait signalé des manquements, le commissaire doit faire mention de ces manquements dans son rapport. Il est évident que ces mentions, donc, il est obligé de les faire, elles ne sont pas couvertes par le secret professionnel. Le réviseur est également amené à présenter son rapport au conseil d'entreprise, à l'Assemblée générale. Mais dans ce cadre-là, il s'explique sur son rapport. Il doit répondre, il peut répondre aux questions qui lui sont posées, mais uniquement sur l'attestation qu'il a émise. Il ne peut pas commencer à émettre des considérations sur le package salarial du management ou sur l'acquisition de stock options. Ça ne le regarde pas, ça n'a pas d'incidence sur les comptes de la société. Donc là, s'il outrepassait son mandat dans le cadre devant l'Assemblée générale ou le conseil d'entreprise, il violerait son secret professionnel. Un point très important qui a connu des développements en 2013, c'est le rôle du réviseur en matière de continuité de l'entreprise. Je vous l'ai dit, donc son rôle est de rassurer finalement ou d'informer les parties prenantes sur la situation d'une société. Depuis l'adoption du Code des sociétés en 1999, un article 138 lui imposait ce qu'on appelle la procédure d'alerte. Lorsqu'il avait connaissance d'éléments concordants pouvant mettre en cause la continuité de l'entreprise, il devait en informer l'organe de gestion. Donc lorsqu'il constatait que des pertes récurrentes, etc., il avait des doutes sur la continuité de l'entreprise à moyen terme, il devait en informer le conseil d'administration qui, dans les 12 mois, dans le mois, devait prendre des mesures et les faire savoir au réviseur. Faute de quoi, le réviseur avait l'obligation d'en informer le tribunal de commerce. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir, évidemment, mise en route de la chambre d'enquête commerciale, etc. Donc là, on a une confrontation entre deux intérêts, l'intérêt à court terme de la société et l'intérêt supérieur qui est la continuité de l'entreprise et tous les intérêts qu'elle représente. En 2013, la loi sur la continuité de l'entreprise a élargi le contenu de l'article 138 en l'étendant aux professionnels du chiffre, aux comptables, experts comptables. Et donc, même principe, si on constate des faits concordants mettant en cause l'entreprise, il appartient au conseil de les faire savoir au conseil d'administration, qui a un mois pour donner son plan d'action pour assurer la continuité de l'entreprise à 12 mois. Donc, à défaut de faire ça, de remplir cet engagement, de nouveau, le professionnel du chiffre fera une déclaration au tribunal de commerce.
Le président du tribunal de commerce, et l'article 12 de cette loi sur la continuité, peut également demander aux professionnels du chiffre quel a été le suivi des recommandations qui avaient été proposées dans le cadre donc, de l'article 10. Donc là, le tribunal de commerce peut s'adresser aux réviseurs, donc soumis dans une certaine mesure au secret professionnel, et il est tenu de répondre aux questions, mais évidemment strictement à la question telle qu'elle lui est posée par le tribunal de commerce. Très rapidement, une petite exception qui est contenue dans le code des revenus, l'article 315, qui permet à l'administration fiscale, lorsqu'elle est confrontée au refus par un avocat ou un professionnel du chiffre de lui communiquer l'information en vertu de leur secret professionnel, eh bien, cette administration fiscale peut s'adresser, alors la loi écrit, aux instances disciplinaires de ces personnes, pour leur demander s'il y a moyen de lever le secret professionnel. J'ai tendance à croire que cette disposition est désuète parce qu'elle est rédigée en se fondant sur l'organisation des ordres professionnels tels que ça, il remonte à maintenant quelques dizaines d'années, au moment où les ordres professionnels assuraient eux-mêmes la fonction disciplinaire, étaient le tribunal disciplinaire. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Chaque ordre professionnel a ses instances disciplinaires qui sont indépendantes, en général présidées par des magistrats, etc. Et j'imagine mal une instance disciplinaire aller se prononcer sur le secret professionnel d'un réviseur. Ce sont quand même les ordres, en général, qui sont censés être les gardiens. Enfin, ceci dit, je ne crois pas qu'il ait fait une très grande application de cet article par l'administration fiscale, en tout cas pas au niveau de l'Institut des réviseurs d'entreprise. Nous n'avons pas connaissance de beaucoup de cas. Toujours, et ça se revient un petit peu à la continuité, des exceptions en matière de contrôle prudentiel, voire disciplinaire. La loi bancaire de 2014 a repris le texte de l'ancienne législation et donc indique que lorsque un réviseur agréé, donc qui intervient auprès d'une institution de crédit, constate des faits, une situation qui peut avoir un impact sur la situation de cette institution de crédit, eh bien, le réviseur est tenu d'en avertir la Banque nationale. On imagine bien, institution de crédit, l'histoire de la Belgique, l'histoire récente de la Belgique l'a démontré, l'importance de la continuité de ces entreprises. Il est donc logique de permettre à la Banque nationale ou à la FSMA, s'il s'agit d'entreprises d'assurance, de pouvoir intervenir le plus rapidement possible si la continuité pourrait être en danger. Alors nous ne sommes plus tout à fait dans... j'ai parcouru les exceptions, les principales exceptions. Nous ne sommes plus tout à fait dans le cadre maintenant d'exception au secret professionnel, mais une situation où le secret peut être partagé. Il s'agit là donc de deux professionnels qui n'interviennent pas sur un même projet, mais qui interviennent pour un client. Imaginons l'avocat est mandaté dans le cadre d'un litige et mon commissaire, réviseur d'entreprise, doit attester l'image fidèle des comptes. Il est évident que l'issue d'un procès pourrait influencer la continuité de l'entreprise, pourrait influencer les comptes, tout simplement. Et donc, le réviseur d'entreprise peut demander à l'avocat de lui donner un avis, ce qu'on appelle une confirmation sur l'issue du litige. Alors, il lui indique le montant en jeu, éventuellement une appréciation. Ceci dit, donc voilà, le secret là est partagé. Les barreaux acceptent ce principe. Il est évident que le client, c'est quelque chose qui est fait au profit de la société concernée. L'avocat, dans ce cas, doit se limiter à la confirmation, je dirais, au plus stricte nécessaire. Il répond à la question. Il n'est pas permis pour l'avocat de commencer à envoyer ses conclusions, son dossier de pièces, etc. Non, il répond à cette question. Et enfin, mais je vais juste survoler le thème parce que le délai qui m'est imparti est expiré, je pense. Et puis, ça s'est développé dans la contribution. La situation d'un professionnel, d'un titulaire d'une profession libérale dans le cadre d'une enquête pénale. Alors nous constatons, dans l'ordre professionnel où je travaille, chez les réviseurs, une augmentation du nombre de perquisitions dans les cabinets de révision, et je crois qu'il en est de même chez les autres professionnels du chiffre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine facilité, à mon avis, pour les magistrats instructeurs de venir chercher la comptabilité.
On peut craindre que l'entrepreneur ait fait disparaître des pièces, ait été négligent, n'ait pas une comptabilité complète, ou ait fait disparaître des pièces, si c'est lui qui est concerné par cette procédure. Et donc, c'est facile de venir chercher chez le réviseur. Évidemment, donc là, on a les problèmes de secret professionnel par rapport au contenu, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais qu'en est-il de l'audition de ce professionnel dans le cadre d'une enquête pénale? Alors nous faisons une distinction selon qu'il s'agit d'une information préliminaire menée par le parquet ou d'une instruction pénale menée par un juge d'instruction. S'il s'agit d'une information préliminaire, donc là où le parquet en est au stade de rassembler les premiers éléments de l'enquête ou pour des faits qui sont plus mineurs, le titulaire d'une profession libérale doit invoquer le secret professionnel et ne peut pas être entendu, doit refuser d'être entendu, doit demander à ce que cette audition se fasse dans le cadre d'une instruction pénale. Donc, si nous sommes par contre dans le cadre de l'instruction pénale, il faut distinguer le statut du réviseur. Est-il entendu en tant que témoin ou en tant que prévenu? Alors bien souvent, en tout cas quand on vient chercher la comptabilité, 99,9 fois sur 100, il est entendu en tant que témoin. Sa situation est un petit peu embarrassante parce que le statut de témoin, c'est un statut qui peut évoluer par la suite. À l'issue de l'audition, le magistrat instructeur pourrait décider d'autres mesures. Le témoin, tout d'abord, a l'obligation de répondre à la convocation qui lui est faite. Il ne peut pas invoquer son secret professionnel mentalement, intérieurement, en disant « j'ai un secret professionnel, je n'irai pas ». Non. Dans ce cas-là, il s'exposerait à nouveau à une sanction pénale, le fait de ne pas avoir comparu. Il doit donc se présenter devant le magistrat instructeur et, éventuellement, alors il a le choix. Soit il invoque le secret professionnel, on ne peut rien lui reprocher. Il est couvert. Soit il estime ne pas être dans les conditions pour invoquer le secret professionnel et il choisit de parler. Dans ce cas, s'il choisit de parler, il ne doit pas être sélectif. Il doit dire, il ne doit pas commencer à raconter sa vie et toute la vie de la société, mais par rapport aux questions qui lui sont posées, il ne peut pas décider de répondre à une question et pas à une autre. S'il choisit de parler, il répond à toutes les questions. Par contre, en qualité de prévenu, le professionnel a toujours le droit de se taire. C'est logique, ce qui doit prévaloir à ce moment-là, ce n'est plus sa fonction, la fonction qu'il exerce, le mandat de commissaire, l'intérêt du client, c'est son propre intérêt, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure en termes d'anti-blanchiment, le principe des droits de la défense, l'organisation des droits de la défense est jugée comme étant supérieure à tout autre principe. Et donc le titulaire d'une profession libérale soumis au secret professionnel, qui est entendu en qualité de prévenu, là, a le droit de se taire. Alors, bien entendu, il peut, dans le cadre de sa défense, être amené à s'expliquer. Parce que invoquer purement et simplement le droit au silence, je ne suis pas sûr que ce soit toujours la meilleure solution, parce qu'on va considérer que vous n'avez rien à opposer aux questions du magistrat, et ça risque de se retourner contre vous. Mais là, le réviseur, le professionnel, organise sa défense comme il l'entend, et choisit la manière dont il pourra répondre. Voilà, alors c'est évidemment ce tableau brossé un petit peu au pas de charge, mais donc je pense quand même que vous avez pu constater le nombre de situations dans lesquelles les professionnels du chiffre, le réviseur d'entreprise, sont amenés à devoir communiquer des informations à des tiers alors qu'ils sont normalement soumis au secret professionnel. Je vais maintenant céder la parole à monsieur le doyen De Wolf qui va venir tirer les conclusions de cette situation et des dernières évolutions. Je vous remercie. Merci Stéphane. Lorsque si vous prenez la peine de lire notre contribution écrite commune, vous pourriez vous demander est-ce que les choses peuvent rester en l'état ? On le sent bien, la question du secret professionnel du réviseur d'entreprise est une matière qui évolue. Il y a même en Belgique une exception régionale. Le législateur flamand est intervenu pour introduire une nouvelle exception à ce secret professionnel. Donc,
est-ce que les choses peuvent rester en l'état? Ne faut-il pas revoir plus fondamentalement? Alors, on pourrait se dire, pour revenir à un secret professionnel plus strict, ça c'est hors de question. On le sent bien, l'ère du temps ne va pas dans cette direction, les directives européennes ne le permettent pas. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas abandonner le secret professionnel du réviseur d'entreprise? Et vous allez dire, c'est une idée révolutionnaire et on me reconnaît bien là. Oui, mais supposez que vous vous appeliez Nicolas, pas Nicolas Thirion, mais Nicolas Sarkozy, que vous ayez dépassé votre plafond de dépenses électorales, que vous êtes condamné par la commission de contrôle à une amende de plusieurs centaines de milliers d'euros en dehors du fait de ne pas avoir le remboursement public de vos dépenses électorales. Vous êtes condamné à cette amende et vous la faites payer par votre petit copé là qui traîne et qui a la signature sur les comptes de l'UMP. Et que donc il paye votre amende pour dépassement des dépenses électorales. Et vous vous dites, ni vu ni connu, ça sera un secret entre Jean-François et moi. Et puis voilà, il y a les commissaires aux comptes, l'équivalent des réviseurs d'entreprise en Belgique, les commissaires aux comptes de l'UMP qui passent et qui constatent que l'on a utilisé les finances de l'UMP pour payer les dépenses d'un monsieur Sarkozy, peut-être membre de l'UMP, mais c'est tout. Eh bien, les commissaires aux comptes de l'UMP ont dénoncé la chose au parquet, au procureur de la République. La chose est à l'instruction. On s'attend d'un jour à l'autre que Sarkozy va être reconvoqué une nouvelle fois devant les juges d'instruction, les 2 juges à Paris, et cette fois-ci sous une prévention très grave, abus de biens sociaux. Abus de biens sociaux. Et ici, sur la base d'une dénonciation des commissaires aux comptes, pas sur la base de rumeurs d'opposants politiques, internes ou externes à l'UMP. Alors c'est ça le débat aujourd'hui. Et le modèle existe dans d'autres pays, il existe en France, où les commissaires aux comptes ont l'obligation de dénoncer tous les faits délictueux qu'ils constatent dans l'exercice de leurs fonctions. L'obligation, pas le choix. Pas le choix après avoir été convoqué devant un juge d'instruction. Non, l'obligation est de le faire d'initiative. Et pas n'importe quelle autorité, au procureur de la République. Alors c'est aujourd'hui le débat qui se pose aussi au niveau international. Et au niveau international, dans les instances mondiales du révisorat, l'IFAC, il y a un tout gros débat aujourd'hui pour aller dans le sens ou non d'une solution très radicale, d'une obligation généralisée de dénoncer les fraudes, les infractions, les non-respects de loi, etc. C'est un paradoxe constant de cette profession de réviseur d'entreprise, puisque c'est une profession qui est, comme l'a souligné Stéphane Folly au début de son intervention, qui est là pour conforter l'information, qui est là pour la conforter. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il soit, le cas échéant, amené, dans certains pays, à la donner lui-même. Parce qu'entre conforter l'information et la donner, la nuance est parfois un peu faible. Songeons au commissaire qui est interrogé à l'Assemblée générale d'une société. Le Code des sociétés dit qu'il ne doit répondre qu'aux questions sur son rapport. Bon, ça n'est pas... quelle est l'utilité de cela si c'est de donner un cours universitaire sur la fonction du commissaire? Non, on suppose quand même qu'il s'agit de dire des éléments un petit peu concrets de l'entreprise individuelle. Donc c'est le paradoxe de cette situation. C'est le débat aujourd'hui au niveau international. Faut-il faire de l'auditeur externe, comme on l'appelle sur le plan international, du réviseur d'entreprise en Belgique, un vecteur d'information plus actif que ce n'est le cas aujourd'hui, et en particulier à l'égard des questions de fraude, des questions d'infraction et donc d'un certain nombre d'éléments qui sont condamnables.
voilà, le débat est ainsi posé, il est, comme je vous l'ai dit, au cœur de l'actualité. Il n'y a pas encore de conclusion au niveau mondial. Il y a de grosses pressions. Il est d'ailleurs très intéressant de voir que les autorités de supervision au niveau mondial de la profession d'auditeur externe pressent la profession d'adopter une norme elle-même qui oblige à la dénonciation dans le monde entier. Sous réserve qu'en Belgique, bien sûr, il faudrait changer la loi de 1953 pour ne pas provoquer une contradiction par rapport à l'article 458 du Code pénal. Donc il y a une énorme pression. Est-ce que c'est justifié? Eh bien, je voudrais terminer par cela. Je pense que non. Je pense que la situation le secret professionnel a une valeur ajoutée supérieure à l'absence de secret professionnel dans le cas des réviseurs d'entreprise dans le contexte de la Belgique. Et donc je pense que dans le contexte de la Belgique, il vaudrait mieux essayer de sauvegarder la situation actuelle, qui est celle qui a un secret professionnel avec des exceptions. Et pourquoi? Vous me le permettrez, Monsieur le Président, nous sommes ici dans une université catholique. Eh bien, on peut peut-être se dire que le rôle du confesseur par rapport au respect des normes de comportement est peut-être un rôle très utile, et peut-être plus utile que celui du policier. Que l'efficacité du confesseur est supérieure à celle du policier, parce que le confesseur, il inflige aussi des punitions, des pénitences. Il inflige aussi des pénitences, mais il le fait en toute discrétion, ne provoquant pas nécessairement la volonté de nier les faits. Au contraire, c'est spontanément qu'ils sont avoués. Et donc, cette situation est aujourd'hui une situation qui me paraît fort utile, parce qu'il y a une chose qui est très claire pour tous les titulaires de secrets professionnels, c'est qu'il ne s'agit pas pour eux de collaborer à des infractions. Il ne s'agit pas de collaborer à des infractions. Les normes professionnelles des réviseurs d'entreprise sont extrêmement claires sur l'attitude à adopter pour le réviseur qui découvre des fraudes, des infractions de certaines natures, etc. Il doit les dénoncer à l'interne, et s'il n'y est pas remédié, il doit démissionner. Il doit démissionner. Donc, ce système-là, ce système qui vise à avoir une prévention de l'aggravation de la délinquance économique et financière, qui vise à mettre fin à des faits délictueux, en tout cas pour le futur, est-ce que dans ce monde qui est de plus en plus digitalisé, pour lequel les problèmes de traçabilité sont d'une autre nature, avec des avantages et des inconvénients, avec des possibilités pour les magistrats instructeurs aujourd'hui parfois de faire des preuves plus facilement que ce n'était le cas dans le passé, est-ce qu'il ne faut pas continuer à s'appuyer sur un corps de professionnels avec une déontologie et des organes disciplinaires extrêmement actifs en vue d'avoir ce rôle préventif lié à un rôle de confiance? C'était ça le but du secret professionnel. Rappelez-vous, le secret professionnel, c'est permettre que celui qui s'est blessé lui-même en commettant un assassinat ne doive pas perdre tout son sang, mais puisse être soigné quand même comme un être humain. Cette idée d'avoir droit à une certaine, même pour le délinquant, d'avoir des personnes de confiance qui puissent l'aider, qui puissent pas pour commettre les crimes, bien entendu, mais qui puissent au contraire l'aider pour retrouver un équilibre moral et juridique meilleur, je pense que ça vaut la peine. Et donc, moi, je plaide plutôt pour le maintien du secret professionnel. Merci. Merci beaucoup, Michel De Wolf. Merci beaucoup, Stéphane Folly. On savait que les comptes d'une entreprise devaient recevoir la bénédiction du réviseur. On sait maintenant que ces réviseurs sont aussi les confesseurs des entreprises et reçoivent l'absolution, effectivement, plus qu'une bénédiction même. Voilà. Bon, très bien, merci.